Donc, on vous propose au menu réparer la ville, ou peut-être si il avait fallu rester dans la ligne éditoriale des entretiens, la ville qui a un peu de travers. Le sujet, c'est trois ambitions pour cet atelier. D'abord, souligner l'ampleur de la question, se rappeler toutes les dimensions de ces morceaux de ville à la dérive, c'est-à-dire que on constate peut-être de manière accélérée des nécroses d'un certain nombre de quartiers, d'un certain nombre de faubourgs, et pas simplement dans des territoires en marge du développement métropolitain, également dans de très grandes villes. On constate et on relève le vieillissement accéléré d'un certain nombre de grandes copropriétés qui ne sont plus capables ni de se gérer, ni de décider, et encore moins de financer leur mise à niveau indispensable. Et bien entendu, le travail sur les grands patrimoines HLM n'est pas terminé en dépit de tout ce qui a été fait depuis une dizaine d'années. Donc cet ensemble de sujets, peut-être certains d'entre nous auraient pensé qu'ils étaient derrière nous après tous les efforts consentis dans les années 80 sur les centres anciens, sur les quartiers anciens, après le travail politique de la ville, renouvellement urbain engagé depuis les années 90, accéléré avec l'ANRU depuis 2004. Eh bien, non, il y a encore devant nous beaucoup à faire. Donc, on va faire un rapide survol de ce qu'il y a à faire, et puis voir comment les aménageurs sont impliqués sur ces questions. Les aménageurs sont fortement, on l'a évoqué ce matin, pas tellement dans des pays de rond-point, beaucoup plus sur de la refabrication de la ville sur elle-même, mais quand on a dit ça, c'est quand même largement sur de la revitalisation de friches industrielles, de friches portuaires, de friches militaires. Bref, la singularité des questions que nous posons, c'est celle des quartiers habités de populations souvent marginalisées ou en voie de marginalisation, évidemment fragiles et précaires. Et l'enjeu est double, l'enjeu de réparation de la ville, l'enjeu de reconnexion de ces populations dans une dynamique de développement. Alors, et le troisième point sera d'essayer d'en tirer quelques leçons pour les projets que nous menons actuellement. Comment ce qui a été fait il y a 50 ans, comment les thérapies que nous appliquons, qu'est-ce que ça nous apprend sur les actions de développement urbain d'aujourd'hui. Alors, pour cet atelier, j'ai invité quatre participants. Nadine Arnaldi, d'abord, Ville de Marseille et Métropole, directrice Habitat Aménagement, qui a une expérience assez considérable des pathologies et des thérapies, de leurs succès et de leurs limites. Et puis Sylvie Froissart, qui à la Soreca développe des projets intramuros, extramuros, franciliens, et c'est bien toute la question de la qualité des outils qu'on crée, qu'on mobilise et qu'on développe pour intervenir sur ces questions de pathologie urbaine et sociale. Et puis Joël Bonneux de l'établissement public foncier Île-de-France qui inaugure les opérations lourdes de restructuration de copropriétés dégradées à Grigny, à Clichy-sous-Bois. Et puis Arnaud Cursante qui a la singularité, après un parcours dans les services de l'État et au sein de CDC Habitat, premier, deuxième, troisième bailleur national, premier, pas loin, bientôt. Premier, Arnaud Cursante, qui a impulsé et dirige la nouvelle filiale de CDC Habitat dédiée au portage de l'eau de copropriété.
Donc là, toute l'interrogation, c'est la gamme des interventions possibles, la gamme des outils développés pour faire ces thérapies et les leçons que cela peut nous apporter. D'abord, je vais demander à Nadine Arnaldi peut-être de situer un petit peu l'ampleur de la question à partir de l'exemple de Marseille. Marseille est facilement moquée et dans une attitude permanente à la fois de complexe de supériorité et puis d'infériorité revendiquée. Bref, une attitude avec elle-même qui est compliquée. Je pense que beaucoup de choses que nous voyons, que nous faisons à Marseille, on est juste un peu précurseur et que sur un certain nombre de sujets, je vois des hochements de tête, sur un certain nombre de sujets, les déboires que nous rencontrons sur des grands patrimoines, notamment en copropriété, d'autres villes les ont trouvés et rencontrés parfois un peu plus tard, et d'autres les rencontreront demain matin. Voilà, donc Nadine, peut-être un tout petit panorama de Marseille et de cette ampleur dans cette ville de 860 000 habitants. Oui, alors peut-être une première image. On a beaucoup parlé de territoire et je voulais rapidement situer Marseille et cette nouvelle métropole qui vient de se créer il y a 3 ans maintenant. Pour montrer toute l'étendue, on est quand même sur une métropole de plus de 3000 km² et 1,8 million d'habitants. Donc on est assez lourd, je dirais, en termes d'étendue et de poids démographique dans cette région sud-est. Alors, au cœur de cette métropole, Marseille est bien entendu la ville la plus étendue, la plus peuplée, mais pour autant, ce n'est pas vraiment la ville-centre de la métropole. On est sur une métropole qui est vraiment polycentrique. Marseille ne peut pas se revendiquer de ville-centre. Je crois que c'est une ville qui fait à la fois peur aux autres territoires. On a Aix-en-Provence, situé à peine à 30 km avec ses 150 000 habitants, et puis pas mal d'autres pôles de taille moyenne, des communes de 50 000 habitants qui drainent aussi des bassins de vie, des bassins d'emploi qui sont très importants. Alors, ce qui fait quand même avant tout la particularité de Marseille, et vous le voyez sur cette carte qui illustre le niveau de revenus des ménages. Donc bien évidemment, les couleurs rouges sont celles qui représentent les ménages avec les revenus les plus bas. Donc on est souvent au-dessous de 14 000 € de revenus annuels. Et vous voyez que toute la tâche qui couvre Marseille depuis son centre-ville jusqu'au quartier nord de Marseille et sa périphérie nord-est. Alors, les ménages à faible revenu, on les retrouve dans toutes les formes de tissus urbains sur Marseille. Donc, bien entendu, sur la partie nord du centre-ville. Donc, on va peut-être passer à voilà, cette image-là. Donc, on est sur un centre-ville marseillais, donc en particulier sa partie nord, qui a la particularité d'avoir une dominante de parcs privés anciens locatifs qui en fait joue le rôle principal d'accueil des ménages à faible revenu, plus que la part de logement social. Alors, vous voyez cette image du centre-ville qui a été profondément marquée par l'histoire récente. Donc l'arrivée de la gare Saint-Charles qui a coupé la centralité quasiment en deux. Le percement haussmannien de la rue de la République, qui est venu chahuter de manière considérable la topographie existante et qui n'est sûrement pas complètement étrangère à tout ce qu'on vit en ce moment sur le centre-ville de Marseille. Et les reconstructions d'après-guerre avec le centre-bourse, les tours de la Bourdette et plus loin les premières copropriétés de périphérie. Donc un tissu très particulier, très morcelé, sans grande homogénéité, où la précarité est quand même très prégnante.
Si on poursuit un peu plus loin vers le nord de Marseille, donc on retrouve là les grands ensembles de logements sociaux qui ont été construits dans les années 60-70. On y retrouve la quasi-majorité du parc social marseillais, 80 000 logements sociaux, avec des situations de cités HLM très différentes. Donc là, vous avez l'image de la cité du Plan-d'Au qui est située sur un plateau complètement au nord de Marseille, près du village de Saint-Antoine, qui surplombait une carrière d'argile, qui était la source d'activité économique la plus importante de l'époque. Donc une espèce de situation à la fois belvédère et très refermée sur elle-même. Et on retrouve, qui a forcément beaucoup évolué aujourd'hui, on en reparlera aussi. On trouve aussi d'autres formes de cités très refermées sur elles-mêmes. C'est la cité de la Castellane, donc un système très labyrinthique, avec un déficit absolu de porosité, une espèce de sas, là pour le coup, voire de nas, puisque ces termes ont été employés tout à l'heure. Et on retrouve également dans ces territoires une part très importante de grandes copropriétés. Il faut savoir que sur Marseille, on a une surreprésentation du statut de la copropriété et on a plus de 80 000 logements dans des grandes copropriétés de plus de 100 logements. Donc c'est autant que le parc social. On a à peu près 65 copropriétés réparties sur toute la ville qui montrent des signes de dysfonctionnement et une bonne dizaine qui aujourd'hui sont déjà très dégradées avec des besoins d'intervention très lourds. Oui, une autre forme de situation de grand ensemble. Perché sur un promontoire, on est dans un site absolument remarquable, en limite du massif naturel de Marseille. Et ce groupe de plus de 1000 logements sociaux qui a été construit dans les années 75 pour répondre à la demande de logement générée par l'activité du port de Fos, et qui n'a jamais été complètement occupé d'ailleurs dès le début, et qui aujourd'hui est complètement isolé du reste de la ville. Et ce sont ces types de cités sur lesquelles se penchent bien évidemment les projets de rénovation urbaine. Alors, merci pour ce survol. Je crois qu'on voit bien les trois enjeux. Un enjeu considérable de tissu ancien, un enjeu de grande copropriété, et toujours, parce que même si on termine un premier programme de renouvellement urbain sur 14 sites, il y a encore beaucoup à faire. Quels enseignements est-ce que tu peux dégager de ce que villes, communautés urbaines, métropoles ont engagé depuis peut-être 2 décennies à peu près maintenant sur ces questions-là? Quels sont en quelques mots ce qui te paraît saillant dans le bilan? Alors, ce qui est saillant, c'est qu'on a superposé et dans le temps, on a stratifié pas mal d'interventions, que ce soit sur les tissus anciens. On a commencé les premières opérations de résorption d'habitat insalubre il y a maintenant une trentaine d'années, que ce soit sur les centres anciens d'ailleurs, ou certaines déjà grandes copropriétés, puisqu'à la fin des années 80, on démolissait un des bâtiments d'une copropriété qui continue à nous préoccuper beaucoup aujourd'hui, qui est le parc Oro. Donc on a essayé toutes les formes d'incitation à la réhabilitation du parc privé avec les OPA et leurs volets plus ou moins coercitifs, la mise en place d'opérations de rénovation, de restauration immobilière, excusez-moi. Mais on a jusqu'à présent peu travaillé sur le projet de territoire. Donc on a stratifié des interventions thématiques. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de l'opération d'intérêt national Euroméditerranée, qui depuis 1995 est dans cette dynamique de production de projets sur les friches industrielles arrière portuaires de Marseille. Mais je crois que le vrai révélateur
de la nécessité de travailler à l'échelle d'un territoire et pas à l'échelle d'une pathologie reconnue, ça a été, je dirais, les premières opérations de rénovation urbaine avec l'ANRU. Alors bien évidemment, elles ont surtout porté pour le premier programme plutôt sur des tissus d'habitat social, mais on avait aussi des interventions sur le centre ancien, puisqu'on avait des US à l'époque, sur le centre-ville de Marseille. Et c'est la première fois où on a vraiment commencé à travailler au niveau d'échelles urbaines telles que les îlots urbains, en essayant chaque fois de travailler sur le bâti, sur les équipements, sur les aménagements. Maintenant, je dirais que la réussite des projets marseillais dans les années à venir tient beaucoup aussi aux choix qui sont en train d'être faits de enfin limiter un petit peu la place de la voiture en centre-ville. Merci. On va continuer à partir de ce premier canevas que tu viens de dresser et demander à Sylvie Froissart un peu cette construction d'une intervention avec un outil dédié, comment de la SCIAMP on fait la SORECA, comment la SORECA intervient dans l'Est parisien, puis dans les communes de première couronne, et à quelle logique et stratégie répondait la mise en place de cet outil dans un territoire complètement différent. C'est-à-dire que, vu d'un tout petit peu loin, on pouvait se dire, au fond, Paris, l'Île-de-France, c'est quand même un marché très dynamique, c'est quand même de l'argent, c'est quand même des capacités d'investissement. Pourquoi est-il aussi indispensable que l'action publique continue ce type d'intervention? Donc, manifestement, le marché ne répond pas, ou répond mal. Alors oui, je vais commencer par présenter la SORECA, qui est effectivement un outil d'intervention sur le parc ancien dégradé, essentiellement des petites et des moyennes copropriétés en tissu, en centre ancien. La SORECA a été créée en 2010 pour prendre la suite de la mission SCIAMP qui avait été menée dans les années 2000 sur Paris pour traiter 1030 immeubles dégradés, mission qui avait prouvé son efficacité. Et donc, à la fin des années 2000, je dirais la tâche sur Paris commençait à se réduire très nettement. En même temps, les besoins sont apparus à Saint-Denis, notamment, sur le territoire de Plaine Commune. Et c'était le moment où on mettait en place, où l'ANRU mettait en place le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés pour se pencher un peu sur le problème des centres anciens. Et puis, c'était aussi le moment où on commençait à parler un petit peu du Grand Paris. Et donc, l'idée est venue du côté de Plaine Commune comme du côté de Paris de mettre en place une coopération, de permettre à Plaine Commune de profiter, de capitaliser sur l'outil qui avait été développé sur Paris et qui avait fait la preuve de son efficacité. Donc l'idée et la traduction qui a donné lieu à la SORECA, c'est une société publique locale d'aménagement qui associait Paris et Plaine Commune au départ. Les missions qui sont confiées à la SORECA, qui ont été les mêmes que celles qu'a menées la SCIAMP à Paris, c'est 2 volets d'intervention pour traiter l'habitat dégradé. Le premier volet, c'est l'appui aux propriétaires. Le second volet, c'est l'appropriation publique, quand il est nécessaire que la collectivité se substitue aux propriétaires. Et là, la SORECA achète les immeubles ciblés, sécurise les immeubles, occupés puis libérés, reloge les occupants en mettant en place tout un dispositif d'accompagnement social des occupants, et puis travaille sur la programmation urbaine pour ensuite céder des terrains après démolition ou bien des immeubles qui doivent faire l'objet d'une réhabilitation lourde. Aujourd'hui, en 2019,
L'idée a fait son chemin et aujourd'hui la Soreca intervient sur 4 territoires, Paris toujours, Plaine Commune, Est Ensemble et Paris-Ouest La Défense pour une opération à Nanterre. La singularité de cet outil Soreca, c'est d'intervenir en dentelle. C'est un travail tout en finesse et on peut passer à quelques illustrations qui montrent, qui vous donneront des exemples sur le centre de Montreuil, sur le bas Montreuil et le quartier des Coutures à Bagnolet. Et puis ensuite, il y aura quelques images sur Saint-Denis, mais je ne vais pas les commenter très précisément. Mais vous vous rendez compte, en voyant ces images, qu'on intervient à l'échelle de la parcelle, sur des secteurs qui sont inscrits dans une stratégie urbaine. Alors à Montreuil, par exemple, on est vraiment autour de l'axe de la rue de Paris, qui est un axe structurant dans le bas Montreuil. À Saint-Denis, on a décidé de requalifier le centre ancien en commençant par les 2 secteurs qui sont en entrée de ville. Peu importe le choix qui est fait, mais on part vraiment d'un diagnostic urbain global sur l'état du centre ancien. On cible des parcelles en réservant des stratégies, en déployant des stratégies, soit d'appropriation publique, soit de réhabilitation par les propriétaires. Donc on a vraiment une intervention graduelle, mais qui est définie à la parcelle. Alors, je vous interromps, juste un tout petit retour en arrière et à Marseille. Tandis que vous insistez sur l'intervention à la parcelle, à Marseille, on a peut-être un peu le sentiment qu'il faudrait intervenir un peu plus à l'îlot. Non, je me trompe? Alors effectivement, on a eu aussi, on s'était pas mal inspiré de l'expérience de la SIAMP à l'époque pour essayer aussi de mettre en œuvre une action ciblée sur des immeubles bien dégradés. Alors, on a employé aussi les mêmes doubles dispositifs, des dispositifs incitatifs d'aide aux propriétaires ou copropriétaires pour réhabiliter leur immeuble, mais aussi un volet plus coercitif par l'appropriation publique, effectivement. Le problème, c'est que sur Marseille, la prégnance de l'habitat dégradé est quand même très importante et relativement généralisée, à la fois dans le centre-ville, mais aussi sur les faubourgs. Et en fait, notre opération, qui était plutôt une opération à l'immeuble dégradé, a certes porté des effets, c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à intervenir sur quelques 300 immeubles, ce qui est pas rien, mais on n'a pas inversé des tendances. Et globalement, l'image des territoires est restée la même, c'est-à-dire des secteurs globalement d'habitat dégradé. Donc oui, aujourd'hui, on est davantage sur la recherche d'un travail à l'îlot, en retravaillant aussi sur la perméabilité de ces îlots, ce qu'on peut retrouver en pied d'immeuble, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire vivre ces pieds d'immeuble et comment retrouver en fait même si la densité restera importante, une densité un peu moindre de la ville avec cette perception des cœurs d'îlots, même s'ils ne sont pas forcément publics ou pratiqués, mais cette perception qui va donner une image peut-être plus apaisée, puisque c'est un petit peu l'objectif, et des endroits plus perméables et du coup plus surveillés aussi, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une veille. Okay. Sylvie, si vous voulez poursuivre, si vous avez d'autres points. Une réponse aussi, c'est-à-dire que la définition des périmètres se fait à la parcelle, la réflexion est menée à la parcelle, on peut aboutir sur des projets à l'îlot. C'est souvent à la parcelle, mais ça peut tout à fait être à l'îlot. Mais il faut qu'on justifie d'une expropriation. Donc, et puis alors, je voulais expliquer un petit peu pourquoi un outil public et en quoi le caractère public de la Soreca veut dire quelque chose. Déjà, il faut rappeler le coût de ces interventions, le coût de ces interventions et leur durée. On est en général pour traiter des immeubles sur 7 ans, 10 ans.
5 ans, c'est vraiment l'exception, c'est quand on avait un terrain vague, un terrain prêt à être traité. L'autre point qui, pour moi, justifie l'intervention publique, c'est que la collectivité attend un résultat. Et pour avoir une garantie de résultat, pour être sûr d'aboutir, il faut utiliser des prérogatives de puissance publique, et l'expropriation est le seul moyen pour s'assurer de la maîtrise foncière. Et à mon avis, dans des conditions économiques et dans des conditions de délai qui sont plus performantes que dans bien des cas dans des opérations privées. Et puis le dernier point, c'est la garantie aussi sur la qualité du projet, dans son déroulement avec l'accompagnement social des occupants, mais aussi sur toutes les questions qu'évoquait Nadine, mais de densité, on est en marché tendu. Le marché tendu, pour moi, c'est le rêve des marchands de sommeil, donc ça s'explique aussi. Mais des questions qui sont très importantes pour les collectivités, de maîtrise des prix de sortie, parce qu'on est sur des enjeux de gentrification. Donc le caractère public, la maîtrise publique qu'on apporte à la collectivité sur le projet est pour moi, je pense, essentiel. Merci, c'est clair, et on voit bien aussi, on y reviendra sûrement dans les éléments de conclusion, la constitution d'une équipe spécialisée sur cette complexité d'enjeux juridiques, techniques et sociaux, puisque les volets relogement, accompagnement sont essentiels. Joël Bonneux, dites-nous quelques mots, trois questions. La première, c'est comment vous intervenez sur 2 sites absolument exceptionnels, Grigny 2 et Clichy-sous-Bois, emblématiques, peut-être plus encore Clichy, on a l'impression que c'est un grand ensemble HLM. Grigny, on aurait cru que c'était le Parly du Sud, enfin que c'était une vaste opération qui est une formidable réussite pour les classes moyennes. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce site particulièrement pour qu'on sonde... Oui. Alors, Clichy-sous-Bois, Grigny, alors on vient de vous parler de la Soreca et de l'intervention sur le tissu ancien dégradé. Il faudrait presque transposer un peu toutes les mêmes problématiques qui viennent d'être présentées, mais cette fois sur des copropriétés récentes, qui sont en fait du logement social de fait. Clichy-sous-Bois, c'est dans le bas Clichy, 12 copropriétés, presque 4000 logements, tous en copropriété, et parmi ces 4000 logements, il y en a 1500 à l'étoile du Chêne Pointu et au Chêne Pointu que vous voyez en photo, qui ont été construits à la fin des années 60 sur un plan guide de Zerfus. À l'époque, un plan guide qui se déroulait autour d'un potentiel autoroute A87 que personne ne connaît puisqu'il n'a jamais été construit, mais qui a permis quand même de développer l'immense grand ensemble de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, avec du coup une grosse partie en copropriété. Et en fait, ces copropriétés initialement prévues pour être proches de Roissy, le long d'un axe routier important pour héberger des classes moyennes, n'a en fait quasiment jamais fonctionné. Et du coup, dès la fin des années 70, on a eu une très forte dégradation de cet ensemble immobilier, avec petit à petit des gens qui ont arrêté de payer des charges, du coup un entretien qui est des parties communes qui s'amoindrit, des valeurs immobilières des logements du coup qui diminuent, et petit à petit un appauvrissement de la copropriété qui a été extrêmement rapide. Voilà. À Grigny, c'est la même chose. Grigny, pareil, on est dans les... Alors, oui, alors, elles sont un peu dans le désordre, mais passé, on va arriver comme ça. Là, tout ça, c'est Clichy-sous-Bois encore. Voilà. On va arriver à Grigny, du coup, où là, on part d'une copropriété complètement extraordinaire de 5000 logements. C'est un promoteur privé, pour le coup, voilà, bienvenue à Grigny. Grigny, donc un promoteur privé qui a construit 5000 logements dans une ZAC qui existe toujours, d'ailleurs, on est chargé de la clôturer, une ZAC qui prévoyait non pas 5000 logements, mais 9000.
voilà, sur une forme constructive très efficace, d'une extrême densité sur les immeubles qu'on voit. Et alors là, c'est pareil, on est sur un bâti qui se tient beaucoup mieux qu'à Clichy-sous-Bois, mais pareil sur un appauvrissement extrêmement rapide de la copropriété avec les mêmes problématiques de manque de gestion. Et du coup de dégradation rapide de la copropriété, sachant qu'à Grigny 2, on est dans une situation encore plus extraordinaire où les promoteurs à l'époque ont construit 27 syndicats secondaires d'habitation, un syndicat principal avec des compétences de gestion complètement intriquées. Il y a une église dans la copropriété qui est un lot de copropriété. Toutes les voiries, il y a un centre commercial, enfin tout est privé. C'est une ville privée dans la ville. On parle de 17 000 habitants qui habitent à Grigny. Voilà. Et alors, dans ces immeubles, que ce soit Clichy-sous-Bois ou Grigny, on est du coup face à des très grands ensembles de copropriétés privées uniquement, logements sociaux de fait, sur lesquels, alors on est à chaque fois que ce soit Clichy-sous-Bois ou Grigny, inscrits dans tous les dispositifs politiques de la ville qui existent depuis 30 ans. Et en fait, finalement, tous les dispositifs GPV ou ANRU s'y sont un peu cassés les dents parce qu'on n'arrivait pas forcément à intervenir sur le dur de la copropriété privée. Et les dispositifs de redressement type OPA ou plan de sauvegarde de l'ANA, là aussi, s'y sont cassés les dents parce que c'était trop gros, trop massif. Et finalement, le financement de travaux de réhabilitation était toujours insuffisant ou à la limite trop lent par rapport à la dégradation extrême de ces immeubles qui se dégradent de manière très vite. D'ailleurs, bon, là, vous avez droit à un incendie d'il y a 2 ans dans une tranche, dans un immeuble de Grigny 2 qu'on va devoir recycler entièrement aujourd'hui. En fait, vous nous décrivez un macro-lot des années 70. Très, très gros macro-lot, oui. Je ne sais pas si on a tiré depuis tous les enseignements des syndicats principaux. Vous dites 22 syndicats secondaires. 27. 27. Il y a certainement quelques affules ensuite par-dessous. Et comment toute cette complexité se gère. Ça fera aussi partie peut-être des éléments de nos échanges, mais je pense que ces terrains, ces terreaux sont extrêmement riches d'enseignements sur notre activité d'aménagement et de production urbaine d'aujourd'hui. Alors, dites-nous peut-être un mot ou deux de l'EPF. Pourquoi l'établissement public foncier est appelé sur ses glorieuses missions? Voilà, alors, vous êtes le premier EPF à plonger. On est le premier, mais il y en a quelques autres qui s'y mettent. Voilà. Alors, face à ce constat un petit peu d'échec des politiques publiques sur ces copropriétés, il a été assez vite identifié qu'il y avait besoin, en plus des politiques de rénovation urbaine et des politiques ANA de redressement de copro, besoin d'avoir un outil de portage massif qui soit en capacité et qui ait les reins financiers assez solides pour racheter des logements par centaines, voire par milliers, dans ces copropriétés pour stabiliser la dégradation, racheter des logements à la place des marchands de sommeil, puisque comme à Paris ou voilà, dans l'habitat ancien dégradé, c'est eux en fait qui viennent acheter des lots à peu cher et à les louer à plusieurs familles dans un logement. Voilà. Donc, se comporter en bon propriétaire et par notre présence, enfin, et par la présence d'un opérateur public dans ces copros, participer du redressement de ces copropriétés. Pendant des années, les collectivités ont sollicité assez naturellement les bailleurs sociaux pour aller porter des lots de copropriété. Arnaud, tu t'exprimeras tout à l'heure. Les bailleurs se battent jamais forcément pour aller racheter des logements dans ces copropriétés dégradées. Quand on est copropriétaire de 10 lots sur 100 dans ce type d'immeuble, on sait qu'on est très mal embarqué. Et du coup, il y a eu le besoin d'identifier un opérateur public qui puisse en fait assumer ce portage et ce déficit de portage. Et en fait, c'est au moment de la loi ALUR que du coup ont été créés ces ORCOD, les opérations de requalification de copropriété dégradée, qui ont identifié dans les cas les plus compliqués la possibilité de créer des ORCOD d'intérêt national, donc uniquement dans le cadre d'opérations d'intérêt national, et dans ce cas, faire appel à un EPF d'État. Les EPF d'État touchent une fiscalité pour faire du portage foncier de long terme, en général de foncier, en vue de leur mutation pour construire du logement ou pour construire développer de l'activité économique. Et là, en fait, on a créé un tuyau financier avec un EPF d'État pour qu'ils viennent intervenir sur un nouveau champ d'activité pour les EPF, qui est le portage de lots en copropriété dégradée.
Et donc l'EPF Île-de-France a engagé cette action en 2015. Ça coûte extrêmement cher, donc en fait la loi permettait aussi que la fiscalité dédiée des EPF puisse être augmentée pour financer cette action. Et donc aujourd'hui, la fiscalité de l'EPF Île-de-France a été augmentée, donc tous les franciliens payent en fait quelque part l'action de l'EPF Île-de-France sur les ORCOD d'intérêt national à Clichy-sous-Bois, à Grigny, demain, enfin on démarre à Mantes-la-Jolie et peut-être quelques autres opérations en Île-de-France. Et donc c'est pour ça qu'on a été chercher l'EPF. Voilà, en vrai c'est parce qu'il y avait ce tuyau financier nécessaire, parce que ça coûte extrêmement cher, voilà. Et ensuite c'est aussi pourquoi chercher l'EPF, c'était la nécessité de développer, et c'est peut-être là aussi une des nouveautés des ORCOD, de développer un pilote ensemblier en capacité de réunir toute l'ingénierie nécessaire pour faire développer un projet d'aménagement, parce qu'on n'intervient pas uniquement sur le redressement d'un immeuble, mais la transformation de copropriétés dans leur quartier, et donc un projet d'aménagement, le redressement aussi de ces immeubles, le financement de travaux de réhabilitation ou de travaux d'urgence, parce que intervenir sur ces copropriétés, ça dure plus de 15 ans, et donc même si on se dit on va aller à l'appropriation publique, puis à la démolition, puis au recyclage, on a quand même 10 ans de gestion transitoire de ces immeubles avec des incendies, avec des gens qui habitent dedans, avec des mises en sécurité à faire, etc. Donc c'est aussi développer cette ingénierie, toute l'ingénierie liée à l'acquisition, soit sur des saisies immobilières, soit par préemption, soit à terme par DUP. Enfin, on a déjà quelques DUP qui sont en cours. La capacité à porter ces lots, donc avec une politique de portage un peu comme la Soreca, qui est quand même très spécifique liée au portage dans ce type de milieu, et ensuite développer les compétences liées au relogement et un travail extrêmement étroit avec les collectivités et l'ARS sur la lutte contre l'habitat indigne, puisqu'il y a beaucoup de situations soit de suroccupation, soit d'insalubrité sur lesquelles on intervient systématiquement quand on achète des logements. Et du coup, aujourd'hui, le fait d'avoir un seul pilote, évidemment qui ne travaille pas seul, on a beaucoup d'opérateurs qui travaillent avec nous, beaucoup de prestataires, on s'adosse on travaille avec des administrateurs de biens qui gèrent les logements pour notre compte, donc on est très entouré. Mais en fait, l'idée, c'est que tous ces dispositifs en rue, ANA, aménagement classique, soient pilotés à un seul endroit pour essayer de faire des économies d'échelle, pour essayer d'articuler les procédures entre elles. Ça a l'air simple, mais en fait, pendant des années, l'ANA ne finançait pas de travaux de réhabilitation dans une copropriété qui avait vocation à être démolie. Résultat, des copropriétés comme Clichy-sous-Bois, on ne finançait pas de travaux de réhab parce qu'il n'y avait pas suffisamment de cofinancement public nécessaire pour financer les travaux de redressement. Les copropriétés plongeaient, donc il va falloir démolir, mais personne n'était en capacité d'assumer le coût financier et l'expertise de la DUP. Et aujourd'hui, on a décidé de démolir, mais on mobilise quand même l'ANA, parce que pendant 10 ans, on sait que le temps de la DUP, le temps de l'appropriation publique, du relogement, on va encore mettre quelques millions d'euros sur des travaux d'urgence dans ces immeubles. Et du coup, voilà, c'est un peu la spécificité de leur code que de pouvoir tout concentrer et de jouer un peu sur tous ces différents dispositifs. Alors, à un moment, on a vu l'outil, on n'a pas toujours vu le tuyau. Et voilà, donc là, il y a l'outil et il y a le tuyau et les compétences qui vont avec, et on comprend. En 2 mots, la thérapie, c'est quoi la prescription, docteur, là, sur les 5000 logements? De Grigny ? Oui. La thérapie sur Grigny, alors déjà la thérapie elle va être très très longue, hein, ça va durer une bonne quinzaine d'années, même 20, voilà. Non, aujourd'hui, sur la partie acquisition de logements, alors Grigny, là vous avez une partie de Grigny, mais c'est 5000 logements, c'est 60 hectares, hein, donc c'est quand même très étendu. Du coup aujourd'hui on a fait le choix d'acheter systématiquement à la barre tous les logements. Donc on va sur l'EPF préempte sur toutes les adjudications, toutes les saisies immobilières. Dans certains secteurs de mutation déjà identifiés, on préempte systématiquement, et ensuite on a aussi beaucoup de négociations amiables. Donc aujourd'hui on est encore dans la phase amiable d'acquisition. On a dû racheter depuis 1 an et demi, il me semble qu'on a démarré, on a dû racheter environ 350 logements à ce stade. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup, il y en a 5000. Voilà. On a un objectif d'acquisition de 2 à 3 000 logements selon les besoins.
Et pendant ce temps-là, on est en phase d'étude de manière très active avec la ville de Grigny, l'Agglo et tous les partenaires du projet de rénovation urbaine pour caler le projet d'aménagement urbain. Donc celui-ci est en cours et une fois qu'on aura calé le projet d'aménagement urbain, on pourra rentrer dans une phase plus opérationnelle de DUP sur laquelle il faudra qu'on vienne. Et en parallèle de ça, sur la copropriété, il y a énormément de travail. Puisque du coup on travaille sur la scission de la copropriété. Notre objectif c'est de plus avoir une copro de 5000 logements mais 27 ensembles immobiliers autonomes, recréer un parcellaire qui pourra muter pour certaines parcelles très rapidement parce qu'il va falloir démolir et pour d'autres c'est peut-être qu'on aura des copropriétés qui se maintiendront 10, 15 ans, 20 ans, seront rachetées par un bailleur social ou pas. D'autres seront en capacité de vivre leur vie, mais du coup, l'urgence est de recréer une vraie ville, voilà, et du coup, de rétrocéder au public ce qui doit l'être, etc. Donc, on est engagé dans ce travail. Ça sera la scission la plus complexe de France ou d'Europe, hein, je crois, voilà, donc on y va modestement, mais voilà. Et du coup, là, on est en train d'engager le travail de scission, sachant que je ne vous ai pas parlé des parkings, avec des divisions en volume, des dalles, enfin je veux dire voilà, on doit scinder plus que des immeubles, voilà. Et pendant ce temps de scission qui est du coup long, en fait il y a aussi des travaux d'urgence qui doivent être engagés sur ces immeubles, puisque là on parle de 17 000 habitants dans des immeubles où la sécurité incendie n'est pas forcément aux normes, il faut condamner des cas, enfin je veux dire voilà, il y a des grosses interventions et du coup là on a obtenu plus de 20 millions d'euros de l'ANA pour financer à 100% en fait tout un programme de travaux d'urgence à engager au niveau des 27 syndicats secondaires. Voilà. Et donc par rapport à la scission, on travaille aussi à la disparition du syndicat principal et du coup on négocie avec tous les créanciers de la copropriété pour apurer la dette de la copropriété qui s'élevait à 9 millions d'euros quand on est arrivé et qui aujourd'hui a un peu moins de 5 millions. Mais du coup, si demain on scindait la copropriété, il faudrait scinder aussi cette dette qui viendrait plomber l'avenir de chaque syndicat principal. Donc on est engagé dans tout ça en parallèle. Voilà. Arnaud Cursande, vous en rachetez, Grigny ? Oui. Eh oui. Eh Excellente réponse. Donc, bravo. Merci Nicolas, je viens de l'apprendre. Bonsoir. Je suis content d'intervenir après Joël qui effectivement m'a fait don de 2 immeubles sur le coin le plus dur de Grigny que nous rachèterons effectivement avec CDC Habitat Social pour les transformer en logement social à la fin de l'opération, et qui illustre une de nos interventions, puisque nous allons également probablement réaliser l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux des copropriétés sur une partie des copropriétés. Ça fait partie de nos engagements d'accompagnement du projet par les FIF dans une dimension complémentaire à celle que je dois vous présenter tout à l'heure, mais vous l'avez coupé l'herbe sous le pied. Alors, dites-nous un mot, qu'est-ce qui motive CDC Habitat à créer une société dédiée dans ce créneau d'intervention. On a, et Joël Bonneux l'évoquait, à un moment on a essayé d'y impliquer les bailleurs sociaux. Certains n'ont pas pu faire autrement que d'y aller, avec un enthousiasme souvent modéré et des réussites non moins modérées. Donc, là, vous, votre diagnostic est fait et clair. Vous plongez avec un outil idoine. Oui, je plonge parce qu'il se trouve que j'ai commencé à Clichy-sous-Bois, que je suis passé par la mairie de Paris, où j'ai contribué à porter sur les fonds baptismaux la Soreca, et que maintenant je travaille sur Marseille. Donc la boucle est bouclée pour moi par rapport à mes interlocuteurs. Effectivement, absolument. Donc je me suis un peu nourri de ce que j'avais pu constater sur les difficultés qu'il y avait à redresser des copropriétés en difficulté. Et effectivement, la base, c'était que l'action foncière est... alors, c'est pas un bon complément, c'est une nécessité absolue pour redresser les copropriétés en difficulté. On ne peut pas faire sans, c'est pas vrai. Toutes celles qui ont fait quelques travaux, elles sont encore très fragiles, voire en difficulté lorsqu'il n'y a pas eu cette action foncière. Pour la bonne et simple raison, c'est que pour remettre un bien sur le marché immobilier, il faut donner envie à des gens d'acheter. Et pour donner envie à des gens d'acheter, il faut avoir fait les travaux. Or, pour avoir fait les travaux, il faut des gens qui puissent payer les travaux ou qui veuillent payer les travaux. Or, justement, s'il y a copropriété en difficulté, c'est que les gens ne veulent pas ou ne peuvent pas payer ces travaux. Donc, on est dans un cercle où même avec toutes les aides du monde, on n'arrive pas à obtenir le déclencheur vertueux de réalisation des travaux. Donc, notre idée était toute simple, c'est de dire, il y a des opérateurs qui font ça, il y a des opérateurs qui l'ont déjà fait. Malheureusement, il n'y en a pas partout,
Et 2, il y en a qui l'ont fait, mais effectivement plus en étant aimablement poussés par leurs partenaires collectivités à le faire que par désir profond et surtout qui n'ont pas eu l'occasion de constituer une vraie expertise sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait en plus de leur métier de bailleur social. Quant aux aménageurs classiques, et la salle en est pleine, certains l'ont fait, la majorité non, et quelques-uns l'ont fait, et c'est vrai qu'ils ont pu découvrir la spécificité du métier de la gestion des logements, qui est un métier assez complexe, a fortiori quand les logements sont dans des ensembles qui ne sont pas aux normes. Donc l'idée, c'était de s'appuyer sur ce que nous savons faire, nous, comme métier, c'est-à-dire gérer des logements, réaliser des travaux, et d'apprendre le métier que nous ne connaissons pas bien, qui est celui de piloter un projet de requalification de copropriété dégradée à travers de l'action foncière, c'est-à-dire être aménageur immobilier, en d'autres termes, une sorte de mélange. Donc, là où il y a des acteurs qui existent, eh bien c'est très bien, ils font leur job et on en est ravis. Et notre idée, c'est de dire, on va créer un outil là où il n'y a pas d'acteurs qui existent pour le faire, ou là où les acteurs qui existent ne peuvent pas tout faire, ce qui est l'exemple de l'établissement public foncier Île-de-France, qui va traiter les situations les plus emblématiques, les plus lourdes, mais qui ne va pas pouvoir traiter toutes les copropriétés dégradées d'Île-de-France. Donc on crée cet opérateur, qui est donc une filiale du groupe, on souhaite créer un opérateur dédié pour créer aussi une organisation dédiée au sujet. Donc l'idée, c'est une société filiale du groupe, qui est capitalisée de manière généreuse, parce qu'on voit que les sujets de trésorerie sont très importants, puisque c'est des dossiers dans lesquels on perd beaucoup d'argent pendant des années, et on a besoin de subventions pour équilibrer, mais en général, les subventions, elles arrivent plutôt après qu'avant, donc il vaut mieux avoir un peu de trésorerie pour faire face. Donc on a mis 100 millions d'euros dans cette filiale, en capitalisation. On la dote d'une équipe d'experts, de chefs de projet et d'experts pour piloter les opérations, ce que nous n'avions pas comme briques. Mais par contre, on s'appuie sur les briques qui existaient dans notre organisation, qui sont nos équipes de gestion, pour gérer les logements, pour ne pas avoir à réinventer le métier de gestionnaire de logement. Donc le principe est assez simple, c'est cette société, il y a une équipe dédiée de chefs de projet, et puis on s'appuie sur les agences pour gérer les logements. Ensuite, comment on intervient ? On n'intervient pas en ordre dispersé, on intervient pour le compte des collectivités locales. On n'est pas un opérateur qui va débarquer un jour dans la commune de Toulouse sans avoir discuté avec la ville de Toulouse au préalable. On discute avec Toulouse actuellement pour mettre en place sans doute une concession qui permettra, je cite Toulouse, il y a d'autres villes, qui permettra dans la durée d'inscrire un processus d'intervention d'action foncière, d'accompagnement, de requalification des copropriétés dégradées, avec 2 options. Une option dans les cas les plus désespérés de recyclage, comme on dit, c'est-à-dire de rachat complet, comme l'a évoqué Joël, ou comme l'a évoqué Sylvie, c'est-à-dire avec une DUP à la fin, hein, très clairement. Et puis à côté de ça, et c'est sans doute le sujet le plus compliqué aujourd'hui, le portage dit de redressement, c'est-à-dire le fait d'acheter 10%, 15%, 20% des logements, et peut-être 30%, et d'arriver à mettre en place le comportement vertueux de copropriétaires suffisamment dynamique pour entraîner la copropriété et arriver à convaincre tout le monde, avec la collectivité et les aides, qu'on va pouvoir faire les travaux, remettre ce bien sur le marché, lui redonner de la valeur. Donc c'est un pari qui est extrêmement difficile, qui nécessite beaucoup de modestie. Hein. Le mot modeste a été employé par Joël. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est qu'on ne sait rien de la façon dont tout ça va se finir. On parlait de la ville tout à l'heure, pas chiante, qui devait se générer et vivre. Les copros, c'est pareil, c'est pas chiant. Hein. C'est vraiment... C'est les 7 plaies d'Égypte, c'est tout ce que vous voulez. Il y en a un paquet. Donc, voilà. Et donc, il y a toujours des aléas. Il faut être modeste, s'inscrire dans la durée et effectivement avoir l'idée que à la fin, si on a bien fait notre job, quand on aura rénové, il y aura de nouveau une valeur immobilière et à ce moment-là, on pourra remettre sur le marché les biens ou alors les céder à un bailleur social pour garder une présence institutionnelle dans ces copropriétés et veiller un peu au grain puisqu'en général, elles ont rencontré beaucoup de dysfonctionnements dans leur gouvernance. Bravo pour cette initiative de CDC Habitat sur cette thématique. Je vous propose maintenant que chacun a exprimé une position, un regard par rapport à ces questions, Réparer la ville, de vous proposer d'intervenir, réactions, questions. Le micro est à vous. Mais nous sommes dans un local suffisamment réduit pour qu'on puisse s'entendre peut-être comme ça, sans truchement. Qui veut intervenir, réagir?
avant qu'on passe à une seconde étape, c'est-à-dire quelle perspective chacun se donne sur les quelques années à venir et dans les domaines évoqués. Questions, réactions? On continue? Bon. Donc, je vous propose, et peut-être d'abord à Nadine Arnaldi, on voit bien le décor, on voit bien le travail, on voit bien l'analyse, on voit bien le bilan. C'est quoi, qu'est-ce que la ville et la métropole ont comme stratégie et proposition pour les quelques années à venir? Alors oui, dans cette première partie, on a vu en fait que une des difficultés majeures sur Marseille, c'est on a à peu près toutes les difficultés et en masse. Hein. Donc le sujet, c'est comment on peut pas être partout, mais comment est-ce qu'on crée suffisamment d'effets de levier pour je dirais embarquer un petit peu les différents territoires dégradés dans un processus d'évolution, de mutation, de transformation. Alors, ce qui est important, je crois, c'est que ce soit la ville ou la métropole, en matière de politique de logement et d'habitat, ont vraiment pris conscience de la nécessité absolue et prioritaire de travailler sur le parc existant, qu'il soit social, qu'il soit privé, dans des grandes copropriétés, dans des tissus anciens. Et finalement, de mettre la production neuve, non pas comme un objectif absolu, mais vraiment comme un outil au service du renouvellement du parc obsolète. Et c'est peut-être par ce moyen-là qu'on va arriver à gommer petit à petit ces ségrégations un petit peu territoriales. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, que ce soit la métropole ou la ville, on est quand même engagé dans une nouvelle vague de contractualisation. Donc, le deuxième programme national de rénovation urbaine, qui va porter, enfin en tout cas pour l'instant on est encore dans une phase de protocole de préfiguration, mais sur 14 QPV. Les premières contractualisations devraient arriver d'ici la fin de l'année et l'année prochaine. Je dirais qu'il y a une donnée importante, c'est que ce nouveau programme de rénovation urbaine laisse quand même une place beaucoup plus importante à l'intervention sur l'habitat privé qu'il ne l'a été dans le premier. Les agences, que ce soit l'ANA, l'ANRU, ont quand même bien mesuré l'importance de ce sujet-là. Et on a un réel volet d'intervention sur l'habitat privé dans ce protocole de préfiguration qui s'appuie sur 2 documents contractuels qui ont été déclinés. Donc un protocole de lutte contre l'habitat indigne qui porte surtout sur les quartiers centraux et de faubourg en vraiment localisant les interventions sur les secteurs les plus dégradés. Et un deuxième protocole, enfin un accord partenarial justement sur le sujet des copropriétés dégradées, où avec l'ensemble des partenaires, on va s'intéresser à 10 sites prioritaires, alors qu'ils ne sont pas du tout regroupés comme à Grigny ou à Clichy sur un tènement foncier, mais qui sont un petit peu éclatés sur les arrondissements centraux, nord et nord-est de la ville. Alors, pour la plupart, ces copropriétés ne sont pas des copropriétés qu'on découvre pour certaines d'entre elles.
on est dans des interventions qui durent depuis plus de 30 ans. Hein. On parlait de plans de sauvegarde. Je dirais les premières interventions de recyclage foncier en copropriété, elles ont été faites dans les années 95 avec des transformations d'immeubles en logements sociaux comme sur le parc Bellevue et des démolitions qui ont pu permettre un remaillage viaire, un travail sur la domanialité comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc ça, je dirais, c'est ce volet contractuel, ce deuxième volet contractuel avec l'ANRU et avec l'ANA. Et plus récemment, et à la suite des effondrements d'immeubles qui se sont déroulés à Marseille en fin d'année 2018 et la vague d'évacuation de 350 immeubles sur les arrondissements centraux, on s'est engagé dans une démarche là aussi partenariale, un projet partenarial d'aménagement dont je crois le contrat était présenté aujourd'hui en conseil métropolitain. Alors, cette démarche, c'est avant tout un contrat de gouvernance et c'est une volonté des partenaires de s'engager dans un projet sur 15 ans qui porte sur 1000 hectares du centre-ville, du nord de centre-ville. Alors, les signataires, c'est assez classiquement l'État, la métropole, la ville, l'ANA, l'ANRU, bien entendu, la Banque des territoires, l'association régionale HLM, et puis d'autres intervenants, bien sûr, l'établissement public Euroméditerranée, l'établissement public foncier, hein, qui sont des acteurs majeurs. Donc on va retrouver dans ce projet partenarial à la fois les principaux maîtres d'ouvrage, je dirais institutionnels, y compris les bailleurs sociaux, et les principaux financeurs. Donc ce premier travail a permis déjà de partager, et c'était pas quelque chose de gagné, la connaissance de toutes les expertises et toutes les actions déjà engagées sur ce territoire de centre-ville, dans tous les domaines, hein, que ce soit le domaine de la réhabilitation, de la concertation, que ce soit dans le domaine de la construction, du travail sur les mobilités, du travail sur les équipements publics, espaces publics. On en a beaucoup parlé de l'activité, du retour de l'activité, du travail en centre-ville. Donc ça a déjà permis de partager cette connaissance-là et de s'engager sur une première phase opérationnelle qui va porter sur 4 îlots, enfin pas 4 îlots, mais 4 ensembles d'îlots. Donc 2 dans l'hypercentre de Marseille, sur le quartier de Noailles, hein, qui a connu les effondrements d'immeubles à la fin de l'année dernière. Un îlot qui est sur le périmètre d'Euroméditerranée, hein, donc on gobe un petit peu les limites opérationnelles et les périmètres d'aménageurs. Et un îlot sur le secteur de la Belle de Mai qui, lui, est de l'autre côté de la gare Saint-Charles, hein, donc dans la partie nord du centre-ville. On est déjà sur plus de 300 immeubles dont on estime qu'on va devoir avoir à en maîtriser plus d'une centaine. Et dès à présent, une estimation de près de 800 ménages à reloger. Alors forcément, ça sera à la fois la clé et le moteur de la réussite, parce qu'on a un devoir de respect, je dirais, des attentes de ces ménages qui depuis assez longtemps vivent dans ce parc dégradé. Et je dirais pour la première fois depuis bien des années, donc on a une cohérence de vue sur la nécessité de produire de manière assez systématique du logement social à la place de ces immeubles dégradés pour maintenir donc les ménages, hein, dans ce centre-ville, et pour aussi apporter un gage de qualité et de bonne gestion des immeubles qui seront réalisés. Alors, bien évidemment, on bute un peu, comme toujours, sur des sujets réglementaires. On n'a pas trop le droit de faire du logement social dans des QPV, encore moins dans des QPV en rue. Mais bon, on espère qu'on va arriver à gommer ces difficultés. Et pour mener à bien ce projet-là, hein, ce projet partenarial, il va falloir qu'on se dote d'outils. Hein. On en parlait tout à l'heure. Les outils, c'est essentiel dans ce type de démarche. Alors, on a déjà des aménageurs, bien entendu. On a déjà des SEM immobilières qui savent intervenir sur l'habitat dégradé. Mais on est là sur une
la nécessité de développer un outil qui est à la fois ce savoir-faire de SEM immobilière et ce savoir-faire d'aménageur, qui devrait prendre la forme, enfin, qui doit prendre la forme d'une SPLA d'intérêt national d'ici la fin de l'année. On imagine aussi créer une SEM patrimoniale, toujours dans l'idée de promouvoir, enfin de permettre une certaine forme de construction quand les opérateurs traditionnels, hein, que ce soit des bailleurs sociaux, des acteurs économiques ou des promoteurs, restent encore un peu frileux. Merci. Et puis, au-delà de cette mobilisation, inflexion, développement d'interventions publiques et avec l'argent qui va avec, il y a probablement aussi, à Marseille, dans d'autres villes, une évolution des cultures privées vis-à-vis de l'investissement immobilier. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'immeubles qui se sont écroulés, on peut toujours critiquer l'action ou l'inaction des pouvoirs publics. C'est aussi un sous-investissement notoire pendant des décennies et des décennies. On ne peut pas imaginer que la collectivité seule, publique, nationale ou locale, porte cette défaillance considérable de l'intervention privée pour ne serait-ce que garantir le clos et le couvert. Peut-être, Sylvie, vous, de votre côté, les pistes que vous pouvez dégager, proposer sur le développement de vos actions? Alors, du côté de la Soreca, on est également très concerné par le NPNRU, qui va sûrement générer plusieurs opérations complémentaires au panel déjà d'opérations de la Soreca. Donc, on est assez aussi impatient du retour d'expérience sur les premières opérations lancées par la Soreca. Et par exemple, à Saint-Denis, on mène actuellement un projet qui atteint 60 millions d'euros de budget. On est en train de travailler sur une phase 2 dans le cadre du NPNRU qui fera doubler le budget global pour atteindre 120 millions. Donc c'est aussi la poursuite d'un travail qui a été engagé depuis 2010. Et ça, je trouve que c'est presque plus intéressant que de se lancer sur de nouveaux projets. On a la métropole du Grand Paris qui a délibéré sur l'intérêt métropolitain de certaines opérations de résorption de l'habitat insalubre ou d'amélioration de l'habitat fin 2018. Donc, il est question aujourd'hui que la métropole du Grand Paris entre au capital de la Soreca, ce qui théoriquement met la Soreca en capacité d'intervenir sur tout le territoire de la métropole. Maintenant, on sait qu'il y a d'assez lourdes incertitudes sur quand et quel débouché opérationnel ça va donner. Mais bon, c'est une faculté quand même, et je pense une perspective d'avenir qui est intéressante à l'échelle de la MGP. Les enseignements qu'on peut tirer à ce stade des 10 années d'expérience de la Soreca, plus celle de la SIAMP, c'est, je pense, Arnaud en parlait, la dimension aléatoire de l'intervention sur le parc privé. À cet égard, je pense que l'outil SPLA a une grande force, c'est que on peut venir avenanter les traités de concession, faire évoluer les périmètres, les budgets, faire évoluer les stratégies opérationnelles. Donc, garder cette souplesse, que ce soit avec un outil SPLA ou pas, mais je pense que c'est très important. Rappeler aussi l'enjeu coordination, pilotage de dispositifs dont on a tous souligné la complexité. C'est un effort qu'il faut toujours pointer, et ça repose sur des équipes à la fois hyper spécialisées sur des métiers de travailleurs sociaux, d'experts vraiment des acquisitions ou de l'expropriation, mais aussi des équipes qui soient capables de travailler sur des projets en transversalité. Voilà, c'est ça l'essentiel, et puis les partenariats, bien sûr,
qui doit se... Joël, je ne sais pas s'il faut vous souhaiter d'autres Grigny, peut-être la coupe est pleine, là on peut vous souhaiter une pleine réussite dans l'appréciation, la maîtrise et dans cette gouvernance, un peu, c'est quand même évidemment de la navigation à vue, parce qu'il y a toutes les impondérables des décisions, vous n'êtes pas seul en scène, il y a des copros, il y a des gens, il y a des vrais gens, bon, et donc tout ça est extrêmement lourd. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le développement des établissements publics fonciers, sur ces questions de copropriété, sur les ORCOD? Vous avez été les précurseurs. Qui est-ce qui prend la suite aujourd'hui sur ces questions? Alors effectivement, le PF Île-de-France a été précurseur parce qu'il a eu budget pour le faire. Voilà, c'est une question de volonté politique. Bon. Les élus du conseil d'administration de l'EPF un jour ont dit OK, on va voter la TSE nécessaire au financement, enfin pour participer et porter à ces opérations. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres EPF d'État aujourd'hui. Je sais que l'EPF Occitanie se lance quand même dans la préfiguration d'une ORCOD d'intérêt national sur Nîmes et va voter une TSE dédiée aux ORCOD. Ensuite, d'autres EPF du coup interviennent sur les copropriétés avec d'autres dispositifs sans forcément avoir une TSE dédiée. C'est le cas au niveau de l'EPF PACA qui part sur une copropriété Maison Blanche à Marseille, mais l'EPF Normandie ou l'EPFL de Toulouse aussi intervient. Enfin voilà, il y a donc d'autres EPF interviennent, mais en fait, c'est pas l'outil EPF là derrière. Enfin, au-delà de l'enjeu, c'est pas uniquement les EPF. On sait aussi que la problématique de ces copropriétés, elle a aussi généré le plan initiative copropriété là, qui a été adopté par le gouvernement il y a quelques mois, qui permet quand même que l'ANRU augmente largement son financement sur le recyclage de copropriétés privées, en passant de 50 à 80% du financement de ce recyclage. L'ANA aussi, sur différents types de postes, a fortement augmenté aussi les financements publics sur les grosses copros. Bon, on sait que c'est pas suffisant, mais c'est quand même un pas important pour prendre la mesure du sujet. Ensuite, en Île-de-France, c'est clair que l'EPF s'est lancé sur leur code de Clichy-sous-Bois, de Grigny, on ne va pas en faire 36 000. On engage celle de Mantes-la-Jolie, mais qui sera plus petite quand même par rapport à la taille de Clichy ou Grigny. Et en ce moment, on est en train de travailler sur l'atterrissage en fait du plan initiative copropriété en Île-de-France, et il est probable que le PF développe une ou deux autres opérations supplémentaires, mais qui là aussi seront de taille plus petite. Voilà. Ensuite, moi je voulais juste souligner quand même quelques enjeux au-delà des perspectives de développement. C'est les enjeux qui sont devant nous. On n'en a pas beaucoup, enfin on l'a évoqué à plusieurs reprises, mais un des gros enjeux sur le chemin critique là devant nous, c'est les questions de relogement. Parce qu'en fait, pour transformer ces copropriétés, il est nécessaire de reloger. Alors, la question de relogement, tous les bailleurs connaissent dans tous les projets en rue, etc. Mais là, on parle de relogement, de ménages qui habitent dans ce patrimoine privé dégradé parce qu'en général, ils n'ont pas accédé au logement social classique ou qui sont dans la file d'attente de 10 ans en Île-de-France pour accéder, enfin 10 ans j'exagère peut-être, mais pour accéder au logement social. Et du coup, on parle en fait les ménages on doit reloger en fait des ménages dans le parc social, chez des bailleurs qui en général sont déjà aussi mobilisés dans le projet en rue. Et en plus, on parle de ménages de territoires qui sont extrêmement stigmatisés avec des maires ou des collectivités alentours qui ne sont pas forcément extrêmement allantes pour reloger les ménages de Clichy-sous-Bois ou Grigny. Donc je reviens à la question de la volonté politique et à la gouvernance extrêmement nécessaire. En fait, on ne parle pas de projet technique. Alors certes, on peut tous, là, vous faire des cours sur la complexité de nos projets, mais en fait, on parle de volonté politique et on parle de gouvernance extrêmement resserrée entre l'EPF en charge ou la SORECA, enfin, je veux dire, les organismes que nous représentons, et les élus concernés, et l'État, et le préfet de département ou le préfet d'Île-de-France, en tout cas, qui est très mobilisé en Île-de-France, qui est absolument nécessaire pour prendre des décisions qui sont souvent très compliquées. Voilà. Donc j'insiste un peu sur
la nécessité de cette gouvernance resserrée. Et je voudrais aussi, en plus du relogement, j'en parle aussi parce qu'il y a des compétences régaliennes qui ne dépendent pas de nous, mais qui nous affectent totalement sur le chemin critique de nos projets. Je pense par exemple aux moyens de la justice. On parle de copropriété sous administration provisoire avec des expros à très grande échelle. Aujourd'hui, il y a une juge des expropriations au TGI de Bobigny pour toute la Seine-Saint-Denis, sur un territoire qui bouge de partout, qui doit absorber les projets liés aux Jeux Olympiques, qui absorbe les enjeux liés au Grand Paris Express et qui doit aussi traiter des expropriations qu'on engage pour leur code de Clichy. Et du coup, voilà, très clairement, on a besoin d'un pilotage au plus haut niveau pour qu'on ait les juges et les greffiers nécessaires pour piloter ces opérations. Sinon, on peut se prendre 1 an, 2 ans, 3 ans dans la vue et du coup, faire déraper financièrement toutes nos opérations. Et signaler, alors ce que vous savez sans doute aussi, mais par exemple Grigny, mais j'imagine qu'à Marseille, ça doit être là, pareil, mais on parle de territoires très dégradés, mais qui posent aussi des questions d'ordre public importants. Il y a 2-3 jours, on a eu un incendie à Clichy-sous-Bois qui est parti des parties communes, c'est des encombrants et des canapés qui ont brûlé. C'est peut-être en fait des jeunes qu'on dérange, qui ont plus ou moins privatisé certains halls pour faire des trafics, qui en fait mettent feu à des encombrants parce qu'on les emmerde. Voilà. Et très clairement, ça peut avoir des conséquences. Ouais, sauf que ça fait partie des aléas qu'on doit traiter et qui peuvent là aussi faire déraper fortement nos opérations. Et du coup, quand je dis ça, c'est pour à nouveau faire référence à la nécessité de l'intervention de l'État et au pouvoir régalien de la justice, mais là aussi de la police, et qui du coup nécessite qu'on intervienne de manière innovante parfois. Et le dernier point, c'est la question des échelles qui a été mentionnée précédemment. On est à la fois sur des échelles de temps très longues et sur un quotidien des habitants qui est quand même assez compliqué. Et du coup, je crois que tu l'as évoqué, Sylvie, mais on est à la fois sur une ambition démentielle de dire on va scinder la copropriété Grigny 2 et dans un travail de dentelle à l'échelle d'un ménage qui est locataire, qui est propriétaire, qui est du coup pas du tout dans la même situation. Il y a 2 jours, on a fait une réunion publique à Grigny, on a expliqué la scission, on espérait avoir été compris avec des super belles diapos sur la scission de Grigny et les gens nous ont répondu rats dans les cages d'escalier. Enfin, je veux dire, et en fait, on peut décemment pas uniquement parler d'une scission à 10 ans si on ne traite pas les questions de vie quotidienne. Et du coup, là aussi, ça nous implique des questions d'échelle à prendre en compte dans la gestion de nos projets. Merci. Je crois, d'abord, on va remercier infiniment les gens qui ont eu l'attention, l'amabilité, la patience d'être avec nous jusqu'au bout. Arnaud, en quelques mots, pour vous, perspective, et notamment, vous êtes né d'une initiative nationale, on voit comment elle se couple avec des conventions avec les collectivités. Vos camarades bailleurs, ESH, Office, ils ont envie de faire quelque chose, vous voulez les impliquer aussi. Enfin, comment vous imaginez voir et tricoter votre relation avec les partenaires locaux? Est-ce que c'est une question du reste Moi, la bonne surprise que j'ai eue là, ces derniers mois, c'est de constater que tout d'un coup, il y avait plusieurs volontaires pour aller s'occuper du sujet. Donc c'était quand même la bonne surprise. Je me suis retrouvé à Pleine Commune dans une réunion au cours de laquelle c'est à peine s'il n'y avait pas plus de mains que de copropriétés à traiter qui se levaient. Donc il faut croire que la dynamique prend, et je peux que m'en féliciter. Il y a besoin, vu l'ampleur des sujets, de plusieurs opérateurs et pas d'un seul opérateur. Après, nous, il y a quand même une question de moyens. Je pense qu'on parle de moyens, c'est des moyens humains et des moyens financiers. Les moyens financiers, on parle du déficit, mais au-delà du déficit, il y a quand même la surface financière de l'opérateur qui compte. Il y a des opérateurs qui font très bien les choses sur des opérations qui sont équilibrées par des subventions, mais quand vous avez une surface financière étroite, c'est compliqué parce que dès que c'est un peu plus coûteux, vous avez des problèmes de trésorerie, de négociation de prêts, etc., qui sont un peu complexes. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut la bonne échelle aussi d'opérateurs. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut un opérateur national omnipotent, surtout pas, mais il faut des opérateurs à des bonnes échelles. Ça peut être des opérateurs régionaux, des opérateurs nationaux, des opérateurs locaux. Nous, pour notre part, ce qu'on propose de faire, c'est de créer des filiales avec des opérateurs locaux lorsqu'ils le souhaitent. Voilà. Donc c'est décliner notre modèle en l'adaptant par des filiales, mais en s'appuyant finalement sur les capitaux de la société mère et sur
l'organisation de base qu'on aura constituée, y compris d'ailleurs des filiales avec des aménageurs, puisque le sujet, on a vu, c'est qu'à certaines échelles, on est dans le domaine de l'aménagement public. Nous, notre savoir-faire, c'est pas celui de l'aménagement public, c'est celui de l'immobilier. Donc chacun doit être modeste à sa place, et donc on est tout à fait évidemment prêt à travailler. Si ce n'est pas des filiales communes, on peut faire des sortes de sous-traitance dans le cadre des concessions pour travailler avec des opérateurs locaux. Donc il n'y a pas opérateur national versus opérateur local. De toute manière, tout ça se traite localement. C'est-à-dire que même si j'ai une coquille à 100 millions d'euros de capital, les équipes qui bossent sur le terrain, elles sont à Marseille, elles sont à Toulouse, elles sont à Paris, mais pour traiter l'Île-de-France, pas pour traiter la Normandie ou Strasbourg. Voilà. Donc il n'y a pas de débat sur le caractère local de ces opérations et les monopoles, etc. C'est juste qu'il y a besoin quand même d'avoir des opérateurs. Enfin, c'est du boulot quand même pour monter ces opérateurs. Et je trouve que pour un bailleur social, partir ex nihilo et bâtir une équipe là-dessus, c'est pas simple. Et a fortiori quand on a la réduction de loyer de solidarité absorbée, un NPNRU et des obligations dans tous les sens, c'est pas forcément la priorité pour un bailleur social. Et après, évidemment, on sera partenaire. Par exemple, j'évoquais le fait qu'à la fin, on pouvait revendre les logements à un bailleur social ou démolir et reconstruire. Nous ne disons pas que CDC Habitat Social doit être l'opérateur de la reconstruction. Ça peut être l'opérateur local, Marseille Habitat, l'Office de Toulouse, les chalets ou autres pour Toulouse, puisqu'on est à Toulouse aujourd'hui. Il n'y a pas du tout d'exclusif. On définit les opérateurs finaux en fonction de ce que les collectivités attendent et puis de la bonne cohérence de gestion du quartier. Et puis on peut même confier la gestion de certains logements. Vous allez me dire c'est contradictoire, vous avez dit que c'était votre cœur de métier. Oui, mais sauf que quand on nous demande d'intervenir, pour l'instant c'est pas le cas, mais ça va arriver à Montargis ou à Forbach, où nous n'avons pas forcément des équipes de notre société sur place, eh bien on va plutôt s'appuyer pour la gestion sur un opérateur de gestion locale. Donc tous les partenariats, toutes les échelles sont possibles. Alors dans les questions, je sais que j'avais une autre question, c'était et alors qu'est-ce que vous pensez de la vente HLM dans tout ça? Voilà, alors moi je vais vous parler de la vente HLM et des macrolos. On va parler des deux sujets, des deux irritants du moment. Il se trouve que j'ai une autre casquette, c'est directeur des grands projets du groupe. Donc on parlait des Jeux Olympiques, mais moi je trouve que je réponds au village olympique actuellement, donc c'est un tout autre sujet. Mais alors je constate que dans les grands projets, on a une faculté à compliquer la vie qui est quand même assez phénoménale, quoi. Et donc, quand je me lève le matin et que je commence par aller à Grigny 2 voir l'administrateur judiciaire provisoire de la copro, et puis que l'après-midi je passe sur un travail sur, je vais pas dire quel site, où on me superpose 4 couches d'ASL, d'AFUL et de copro verticale et horizontale, sans compter des servitudes de passage et des conventions de gestion croisées, je me dis, oula, dans quoi est-on en train de mettre les pieds? Est-ce qu'on est conscient que c'est bien de dessiner des îlots mutables, mais en réalité, on ne dessine de moins en moins des îlots mutables parce qu'on crée des objets en termes immobiliers qui, de nouveau, avec la logique d'écoquartier qui est pleine de bon sens, contribuent par les effets de mutualisation à recréer des copropriétés et des ensembles immobiliers très complexes, où on fait même des divisions en volume à la demande des investisseurs, qui ne sont pas des vraies divisions en volume et qui vont créer des conflits dès qu'on aura des problèmes et qui vont finir devant le juge. Donc c'est vrai que je me dis que je comprends parfaitement la logique de l'écoquartier et de la mutualisation, mais qu'elle ne doit pas nous faire occulter la dimension de la future exploitation dans la durée de ces quartiers et de la gouvernance de ces quartiers. A fortiori, quand on fait des opérations d'aménagement privé, dans lesquelles on va créer, pour le coup, comme dans Grigny 2, une véritable petite ville privée où on privatise en plus les services publics. Conciergerie de quartier, etc. Enfin, grosso modo, on crée la ville de service, une forme de nouveau service privé d'intérêt collectif. Je n'ai pas du tout dit que ce n'est pas des services inintéressants, mais c'est des services privés d'intérêt collectif qui vivent à l'échelle de ces nouvelles petites villes privées. Donc avec des constitutions juridiques très complexes pour les faire vivre dans la durée. Et je m'interroge effectivement sur l'évolutivité et les risques lorsque ça ne se passera pas bien d'évolution de ces sujets-là. Alors maintenant, si je prends une échelle beaucoup plus petite, qui est celle de la vente HLM, parce que alors là, on va dire, c'est les habitats sociaux, la vente HLM. Bon, il se trouve que sur la ville de Toulouse, parmi les copropriétés sur lesquelles on nous propose de nous intéresser, il y en a 2 qui sont issues de la vente HLM. Pas de CDC Habitat Social, mais enfin, ça aurait pu être nous. Ça aurait pu tomber sur nous. Oui, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, et je pense qu'il continuera à y en avoir. Il ne faut pas se leurrer. L'objectif, c'est évidemment de ne pas en commettre. Et je dirais que le problème, il n'est pas lié au principe même de la vente HLM. Le sujet, c'est l'immobilier, quoi. Voilà. Vendre des logements, mettre en copropriété dans un quartier, un QPV, qui aujourd'hui
n'attire pas les classes moyennes. Vendre un immeuble ancien, c'est pas gagné que vous fassiez venir les classes moyennes. Et la primo-accession très sociale dans le collectif, dans les QPV, je trouve que c'est une hérésie complète. Enfin, je veux dire, c'est pas rendre service aux gens que de faire ça. Donc il faut être très vigilant. La base, c'est évidemment les trois critères de vigilance, c'est on ne met pas en vente n'importe où l'unité. 2, on réhabilite avant de vendre pour être peinard pendant 10 ans. 3, on reste copropriétaire le cas échéant pour garder des copropriétaires institutionnels. 4, on apporte les garanties de rachat-relogement qui vont bien. Ce qui boucle sur aussi la question de la présence des copropriétaires institutionnels. Je pense qu'effectivement, un des sujets de la copropriété aujourd'hui, c'est que c'est une gouvernance extrêmement complexe. C'est une petite démocratie aux règles extraordinairement difficiles à comprendre. Même moi, j'étais copropriétaire, des jours j'étais paumé, selon les règles. Et à un moment, pour arriver à avoir de la rationalité et de la vision de long terme avec ce mode de gouvernance, c'est extrêmement compliqué. Et je pense que la présence, effectivement, de temps en temps, de copropriétaires institutionnels peut contribuer, c'est pas que des bailleurs sociaux, copropriétaires institutionnels au sens large, peut contribuer à apporter quand même un peu plus de rationalité dans les discussions et aider à prendre des décisions un petit peu meilleures. Donc j'invite les copropriétaires, les institutionnels, on en fait partie, à s'engager sur le sujet pour contribuer à sécuriser tout ça un peu mieux. Voilà. Merci Arnaud Cursante et merci pour ce propos qui va m'épargner une partie de la conclusion que je voulais faire. Donc formidable, nous rattrapons du temps. Et donc je voudrais, au fond, je voulais en conclusion, il y a pour moi deux grands volets qui se dégagent. Le premier, vous l'avez dit, c'est bien les enseignements sur la conception des projets urbains d'aujourd'hui et des projets immobiliers, leur taille, leur gestion. On assemble assez facilement foultitude d'intelligence technique et juridique pour mettre au point un projet neuf. 5 ans après, il y a déjà un peu moins de monde et 10 ans après, il n'y a plus personne. Et on n'a plus qu'à gérer et essayer de démêler le tien du mien. Bon, donc ça c'est un premier volet. Il y a un deuxième volet social ou sociétal, c'est que on voit avec ces questions de copropriété et qui ne sont plus du pointillisme de crise immobilière ponctuelle, mais des questions de quartier, des questions de morceaux de ville. On voit quand même un certain nombre de fissures dans le modèle qui faisait de la propriété individuelle une marge considérable dans la constitution de patrimoine et dans les parcours des ménages et dans la capacité de transmettre et dans l'acquisition d'une certaine sécurité. Alors, je ne sais pas si on reconnecte les gilets jaunes par ce biais-là, mais on comprend bien que tout ce que nous voyons là et tout ce que nous allons vivre dans les 10-15 ans à venir sur la précarité et la faillite d'un certain nombre de copropriétés, c'est quand même un coup de canif dans le modèle tous propriétaires et l'avenir sera radieux et la manière dont on fabrique cette mise en propriété. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enseignements. C'est sur le plan des équipes professionnelles, comment il faut s'organiser, se qualifier, se structurer pour faire à la fois la dentelle, à la fois l'effet de masse, à la fois le juridique, à la fois le combat, parce que c'est quand même aussi un sport de combat, ces interventions notoirement en conflit d'intérêts entre des acteurs privés, des acteurs publics, comment on gère, structure, développe, manage des équipes qui assemblent toutes ces compétences. Les aménageurs ont fait un travail important, ont constitué ce vivier. Sans doute ces questions et d'habitats anciens en quartier dégradé et de grandes copropriétés vont demander à accroître, développer, renforcer ces compétences. Voilà, je pense que il n'est plus trop le temps de poursuivre et de vous remercier pour votre présence assidue et surtout vous quatre d'avoir bien voulu venir et contribuer à ces entretiens de Toulouse. Merci encore.